Yo! Retour à la série de vidéos la plus inconstante de cette chaîne. Et avant de commencer, je pense que je vais avoir pas mal de petites parenthèses introductives à faire, puisque, ouais, normalement, si j'ai bien calculé mon coup, vous devriez avoir ça un mercredi, et certains se diront «Ah, et pourquoi t'es pas un totaliste plage?» Alors que j'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo avant, si j'ai bien calculé mon coup une fois de plus, mais bon, je le réexplique ici de façon à ce que ce soit clair pour ceux qui prennent ça sur le coup. Je n'ai plus autant de temps qu'avant. J'ai réussi à m'en tirer grâce à une certaine avance que j'ai pu avoir avant de commencer un boulot de 35 heures à temps plein donc et maintenant cette avance elle s'étiole beaucoup trop et je peux plus me permettre de faire autant de vidéos travaillées par mois si je veux continuer à garder un rythme. Et donc, je vais ralentir un tout petit peu les Total Splash, sachant qu'il ne reste plus des masses et que dans l'absolu, quand j'aurai arrêté la saison 6, j'avais prévu de faire une pause. Elle viendra juste plus tard, cette pause, et je pense que ça changera pas grand-chose à la quantité sortie. Dans un sens, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Et de temps en temps, pour compenser ça, lorsqu'il n'y aura pas de Total Splash le mercredi, il y aura à la place une réac sur un film Scooby-Doo qui demande un petit peu moins de temps, en dépit de ce que vous, vous pourriez croire. Hein. Ça demande un peu de boulot de montage, mais ça quand même demande beaucoup moins de temps d'écriture. Et c'est plus sympa à un certain degré, ça prend un peu moins le choix à faire. Voilà, donc je tenais à faire cette petite parenthèse-là. Et ouais, cette reprise est un petit peu particulière parce qu'il faut aussi que je parle du film que j'ai sauté, parce que techniquement j'ai sauté un film. Et ouais, j'aurais dû traiter logiquement d'un autre film animé, Scooby-Doo, parce que pour moi c'est l'animation à moitié, ça. Il existe un film qui s'appelle La carte au trésor, qui est un film où les personnages de Scooby-Doo sont des Muppets. Et le truc avec ça, c'est que, bon déjà je suis pas fan de l'idée, j'ai vu quelques extraits en plus, ça, c'est pas expressif, ça part du principe en fait que ça va juste être des situations un petit peu absurdes et nos personnages qui font des grosses réactions comme ça et ça a toujours été un petit peu plus que ça pour moi Scooby-Doo. Donc ouais, ça passe pas des masses sur le principe, pour moi, sur le papier. Mais la raison principale pour laquelle je ne le fais pas, c'est que c'est introuvable en français. C'est difficilement trouvable en VO, mais en français, c'est introuvable. Et ouais, il faut que je me fasse un truc un petit peu chiant pour arriver à la voir en VO et j'ai pas envie de me prendre le chou pour ça, tout simplement. D'autant plus que je suis sûr que la plupart des gens s'en foutent de ce film. Moi-même, je m'en fous un peu de le regarder. Je me dis, je vais pas me compliquer la vie pour un film qui m'a l'air tout à fait passable dans l'approche. Voilà mon impression. Après, bon, je n'ai pas d'avis réel sur le film puisque je ne l'ai pas vu, pas plus. Mais bon, tout ça pour ramener donc au film d'aujourd'hui, Le Fantôme de l'Opéra et la troisième parenthèse avant de commencer enfin cette critique, c'est que je n'ai pas été 100% honnête avec vous au début de ces vidéos. Je sais, ça date un petit peu maintenant, mais j'aimerais un tout petit peu faire mon mea culpa là-dessus, puisque j'avais dit au tout début que je n'avais vu qu'un seul film animé Scooby-Doo, c'est-à-dire le tout premier, L'île aux zombies, et ben c'était un mensonge. J'avais également vu un autre film, et c'est un peu ce visionnage qui m'a inspiré pour me lancer dans cette grande découverte des films animés Scooby-Doo. Et ce film, c'était celui d'aujourd'hui. Voilà. Donc, ça s'enchaîne bien, hein, les petites parenthèses comme ça. Donc, ouais, j'avais pas vu à 100%, je suis tombé dessus alors que c'était entamé. J'avais pas vu en entier, donc c'était l'occasion de le revoir en entier. Mais ouais, j'avais déjà eu une impression, un avis très fort dessus. Et ça l'a plutôt bien confirmé, mon avis, ce second visionnage, en fait. Et donc, c'est pas vraiment une réac, une fois de plus. C'est pas une réaction à chaud, techniquement. C'est le deuxième cas spécial de cette liste. Le seul. Hein. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres que j'ai vu et dont je vous parle pas. Non, je n'ai pas vu d'autres. Donc, maintenant que c'est dit, on va donc se lancer dans Le Fantôme de l'Opéra. Et c'est un film que j'aime beaucoup. Vraiment. Peut-être le plus fun du lot pour moi. Le seul qui arrive à rivaliser
vraiment avec le tout premier, même si c'est pas sur le même registre, parce que bon, le premier arrive à se créer une ambiance horrifique vraiment réussie. Celui-ci arrive à se créer une ambiance fun et un petit peu folle qui passe bien, sans devenir trop n'importe quoitesque, à part deux trois moments rapides. Ça assume totalement son côté gag cartoon dans son récit, en donnant suffisamment de caractère au personnage et en donnant à chacun l'occasion de briller. Et j'ai trouvé ça très satisfaisant sur beaucoup de points, tout en reliant ça à une catégorie de télé-réalité, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, des téléconcours, de shows télévisés où des gens se battent entre eux pour savoir qui est le meilleur pour en ci ou ça, et c'est Talent de Star. Alors je ne sais pas si c'est une vraie émission américaine, j'aurais dû regarder, mais c'est très dans la veine de Incroyable Talent. D'ailleurs, on le présente exactement comme ça, quoi. C'est chacun se présente sur scène avec son numéro, et c'est le public qui décide à la fin qui va s'en sortir le mieux, qui a eu le plus de points et qui mérite de gagner. C'est un peu ça. Et on est à la veille de la finale de ce concours, alors que sur le plateau, il y a une mystérieuse créature qui fout le bordel et qui semble être une sorte de fantôme de l'opéra. Pourquoi un fantôme de l'opéra? Parce que pourquoi pas? Cette partie-là, c'est juste histoire de faire la référence, hein, parce qu'ils ont encore jamais traité du fantôme de l'opéra, alors pourquoi pas? C'est tout, parce que sinon, ça aurait pu être n'importe quel type de monstre, du spectacle à un certain degré, donc c'est dans le thème. Et donc, ouais, alors que cette intro se passe, on passe assez vite sur notre Scooby Gang qui se rend à Chicago, puisqu'il va y avoir cette finale de Talent de Star, où il y a Fred et Daphné qui sont retenus pour la finale. Parce qu'ils ont préparé des numéros musicaux, ils sont entraînés à fond, et donc ce sont des grands talents pour ce genre de concours. Ça, c'est un truc qui n'a pas été grandement appuyé avant, hein, que Fred était si bon guitariste que ça, mais ils s'en sortaient bien. Et donc, là, la mise en place, c'est que voilà, ils vont se rendre ici. Évidemment, comme par hasard, il va y avoir ce problème. Et ils font même un petit commentaire là-dessus dans une discussion. Là. C'est dingue quand même. On a un peu la guigne. Non, non, je pense que ça doit arriver tout le temps à tout le monde. C'est pour ça, quoi. C'est mathématique. Ce qui nous arrive, c'est courant. Ça va être courant. Ce qui, dans un sens, n'est peut-être pas faux, hein, dans la logique de cet univers. Il y a toujours des apparitions de faux monstres, de faux fantômes, tout ça partout. C'est juste que quand on arrive, on est là pour faire quelque chose. Dans toute logique, tout le monde doit rencontrer des monstres et des fantômes à longueur de temps. Tu crois? Mais oui, c'est mathématique. Par contre, quand c'est pas le cas... J'avoue, c'est assez drôle cette partie-là. Enfin bon, on a une autre intro stylisée bien cool autour de nos personnages pour préparer à ça, une fois de plus. Lorsque on part dans cette équipe d'animation, il y a vraiment un travail sur le dessin et sur le style qui laisse un petit peu une marque. Sans être extraordinaire, on n'est pas à un niveau d'animation somptueux, c'est quand même travaillé, on sent qu'il y a un effort de fait, quoi. Donc, ça commence avec nos héros qui se rendent à Chicago, qui arrivent sur le plateau et se rendent compte qu'il y a cette attaque qui a eu lieu avec, pour commencer, puisqu'il va y avoir beaucoup de monde, l'assistant réalisateur qui a assisté à la scène, qui est tombé dans les pommes, qui est un gros germophobe. On va beaucoup jouer là-dessus, hein. Il déteste que les choses soient sales, en particulier la présence de Scooby-Doo va lui faire un petit peu peur parce que pour lui les chiens sont des saccagères, mais non, alors clairement pas. Tandis aussi qu'il va y avoir pas mal de gags autour de Sammy et Scooby qui se taperont l'incruste dans le coin. J'essaierai de revenir un petit peu là-dessus, mais ouais, il y a pas mal de moments gags qu'on veut vraiment appuyer à fond autour de ces deux-là, comme d'habitude, qui sont très touchés coulés pour moi. Notamment autour de la sécurité, qui ne veulent pas laisser entrer Scooby-Doo parce que c'est un chien, et donc ils trouvent des tonnes de combines pour passer. Certaines qui sont un peu drôles, d'autres très, très moyennes, c'est un peu variable. Et il va aussi y avoir, autant en parler, il y a quelqu'un qui s'appelle Brick... c'est parti pour les noms, ça va être chiant ça. Brick Pimiento, qui
est le présentateur vedette du show, et auprès duquel ils tiennent à se faire mousser en montrant leur numéro, alors que bon, ça ne va pas marcher, en tout cas pas pour cette année, mais bon... et qui... Enfin, ils feront des conneries, quoi. Parce qu'au début, ils disent « Ah ouais, le numéro de jonglage, c'est de la merde », alors que c'est un peu le truc qu'ils avaient préparé. Donc, ils décident de partir sur d'autres trucs sans les avoir préparés. C'est nul. Et il y a cette fine ligne entre « c'est drôle parce qu'ils font un truc nul » ou « c'est nul parce qu'ils font un truc nul ». Vous voyez, c'est très variable. Des fois, ça passe, des fois... Donc, quand ils essayent de faire de la petite danse rapide, lorsqu'ils font des blagues à la con... ou du contorsionnisme, c'est... Des fois, ça va, des fois, non. C'est variable, c'est assez variable. Mais voilà, ce sera une façon, néanmoins, malgré tout, d'appuyer pas mal d'interactions entre Sammy Scooby et Brick, qui va avoir certains trucs à cacher, semble-t-il. Hein, parce que il y a cette attaque qui a eu lieu, hein, on revient un petit peu à l'intrigue principale, et il a laissé une note, un message, ce fantôme de l'opéra: Christine doit gagner. Christine étant le nom d'une des concurrentes. Cette histoire-là attire un petit peu l'attention des médias, donne un peu de pub à cette émission qui va attirer plus de monde que prévu. Donc Brick est un petit peu content. Il va y avoir évidemment Chrissy, la candidate, on va commencer par ça, puisqu'on va faire un petit tour des candidats maintenant. Chrissy, la candidate, qui est une petite peste, vraiment, ah, je suis tellement meilleure que tout le monde, ses parents l'ont élevée comme ça aussi, ce sont des gros connards. Et ils sont contents hein, que leur Chrissy soit un petit peu aidée par une main comme ça. Il va y avoir Emma, l'autre spectre, un petit ange adorable qui joue du violon et qui a clairement le meilleur numéro de loin de toute la compétition. Ce qui m'amène à une petite parenthèse sur ce genre d'émission et le fait que ça va pas mal se jouer sur... des chansons, cette histoire. Chrissy, elle aura une chanson où c'est vraiment du genre me cherche pas d'époux, je suis trop la meilleure, te mets pas sur mon chemin connard, quoi. C'est vraiment ce genre de truc, mais avec une belle voix, tout ça, donc ça a son style. Il y a Fred et Daphné qui ont leur petite balade plutôt cool. C'est sympathique. Et le reste, ce sera des numéros montrés rapidement qui iront pas très loin. Mais le fait est que ce film essaye d'appuyer assez clairement, il reconnaît de façon assez claire, un élément qui marche très bien. J'étais pas sûre qu'on arriverait à passer les derniers éliminatoires. Non, voyons, Daphné, c'était gagné d'avance. Tu sais bien que les chanteurs sont les plus appréciés. Et c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu frustré, je vous cache pas, parce que c'est très réunissant, je le redis, d'incroyables talents. Je pense que la France a un incroyable talent, les premières années où ça a été diffusé, c'était très certainement la dernière émission télé que j'ai vraiment suivie par moi-même, de façon un peu assidue avant d'arrêter la télé, parce que voilà, la télé j'en ai plus rien à foutre, quoi, et ça m'a toujours gavé de voir que à la fin, lorsque c'est le public qui décide, ils disent tous « Ah ouais, mais quelqu'un chante une chanson plutôt bien, hein, c'est forcément le meilleur !» Il y a des mecs qui font des numéros de trapèze, d'équilibristes, des trucs de dingue. Et très souvent, les gens s'en foutent un petit peu et se disent « Ah, c'est beau, ah, mais je préfère quand ils chantent quand même !» C'est toujours ça qui m'a pas mal gavé et qui a fait que au bout de quelques années, j'en ai eu marre parce que ça tombait souvent dans ces cas-là. C'est toujours ceux qui chantaient qui s'en tiraient le mieux. C'est la formule qui marche. Et le fait que le film le reconnaisse, que Fred et Daphné se disent « Oui, on va jouer de ça, hein, c'est le truc qui marche, donc autant partir là-dessus », c'est à la fois assez honnête de reconnaître ça et en même temps assez frustrant de voir que vous n'essayez pas d'aller à l'encontre de ça à un certain degré.
Oui, c'est les chansons qui gagnent. Et quand on verra comment ça se résoudra à la fin, c'est vrai, quoi, hein, ça se confirme bien. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire sur le fait que ça me gave dans ce genre de compétition avec tout un tas de possibilités, quoi, où on part vraiment dans tous les talents possibles, que ce soit le truc le plus simplement populaire qui gagne toujours la plus belle part du gâteau, quoi. Mais bon, bref, c'est fait, ça c'est dit. Donc, en plus de ces trois-là, c'est les trois candidats principaux, on va en avoir quelques autres qui se mettront en avant. D'une part, je fais dans l'ordre d'apparition, si je me souviens bien, on aura un magicien qui s'appelle Paul Dini. Alors, je sais que c'est un jeu de mots par rapport à Houdini, mais est-ce que c'est un léger hommage au vrai Paul Dini? Vous savez, celui qui a co-créé Batman, la série animée, entre autres? Ça me ferait... Puis ça fait bizarre quand même, parce que c'est un petit peu un mec grotesque, le gars. Donc, ouais, le gars, c'est un magicien très lambda sur l'approche. Il y a un ventriloque nain, dont le truc c'est d'avoir donc une poupée qui est plus grande que lui. Je sais pas comment c'est possible, quoi. Comment il arrive à la manipuler avec son bras si elle est plus grande que lui. C'est un détail ça. Il y a un groupe de filles punk qui a un tout petit peu de personnalité. J'aime bien le détail qu'on fait sur une des filles qui sort du personnage, quoi. C'est clairement un rôle qu'elle se donne, quoi. Alors, regardez, on est trop des punks, on est les girls, Zorus Rex, un truc comme ça. Et elle dit, ah ouais, avant on faisait de la folk et ça a pas trop marché. Il y a ce côté un petit peu bêta honnête, un peu touchant, je trouve. Et ouais, aussi, elles sont toutes les quatre folles du ventriloque. Et fait Peter Dinklage, je sais pas, et qui est assez drôle là aussi. Donc ouais, il y a ça. On verra plus tard, oui, parce que je vous fais ça dans un certain désordre, il se passe certains trucs, on les rencontre pas aux mêmes endroits, on essaye de rendre ça plus naturel à un certain degré, entre guillemets, c'est-à-dire Vera rencontre une bonne partie à l'hôtel, et la dernière candidate qui s'appelle Lotte, qui est une grosse tarée. Je vais en parler un petit peu avant. Il y a donc un moment, Vera dit à Sammy et Scooby d'aller faire des recherches à la bibliothèque. Ils y pensent plus parce qu'ils voient une pizzeria et donc ils veulent se taper une gigantesque pizza. Ils la bouffent. Une fois de plus, je ne trouverai jamais ça drôle. Il y a des morphales qui bouffent beaucoup, c'est incroyable, hilarant. C'est cette partie de l'humour de Scooby-Doo, alors là, c'est tellement nul pour moi, tellement sans intérêt. Donc, ouais, on a ce délire à la con, et Lotte qui les prend en grippe pour... Je sais pas quelle putain de raison. Genre, on montre que c'est une grande winneuse, quoi. Elle a gagné énormément de compétitions de ce type-là avant. Elle a des ongles gigantesques. Et elle dit, hey, vous deux, là, vous direz à vos deux chanteurs qu'ils perdront face à moi. Et là, elle les menace. Elle rentre ses ongles dans le mur en disant, hey, vous allez voir. Ok, calme-toi, ma vieille. C'est quoi ce délire? Pourquoi il n'y a personne qui réagit? Pourquoi il n'y a aucune sécurité pour dire hey, excusez-moi madame, vous détruisez notre établissement? Faudrait peut-être payer les dégâts, connasse. Non, non. Ok, bah, c'est comme tu veux, hein, comme tu veux. Et ouais, donc toute cette introduction des différents personnages qui se passent, tandis que il va y avoir donc le groupe qui fouillera un petit peu différents coins. Donc Sammy et Scooby, je vous ai dit ce qu'ils ont fait, quoi. Ils étaient censés aller à la bibliothèque, ils ont rien foutu. Ils ont juste bouffé. Il y a Vera qui fera des recherches sur le net, et Fred et Daphné qui feront des recherches un petit peu dans l'établissement pour voir s'ils peuvent pas trouver quelque chose. Fred et Daphné qui vont avoir une dynamique assez intéressante, qui me plaît beaucoup, sur le fait que Daphné a clairement des sentiments pour lui. Elle pense que ça peut les rapprocher, ce concours-là, mais elle n'ose pas. Et donc, elle a ce côté très sur la défensive à chaque fois qu'on insinue qu'ils pourraient être en couple. Non mais on n'est pas en couple, hein, oh là là, qu'est-ce que vous racontez, ne me parlez pas, oui, comme ça. Il y a pas mal de moments tac au tac de ce type-là qui sont assez hilarants sur le fait qu'elle n'ose pas lâcher ça. Ouais, ça amènera sur la fin une sorte de concrétisation, mais pas totalement. Je reviendrai sur ce petit truc-là. Mais ouais, c'est assez cool de montrer un petit peu la chose et aussi de montrer
leur petit lien en tant que groupe rival avec celui d'Emma, donc la violoniste, qui est beaucoup plus humble, qui les adore. Elle trouve que ce sont de très bons artistes. Et elle les voit un petit peu comme des idoles, toute proportion gardée, qu'elle est contente, avec qui elle est contente de concourir. Donc il y a quelque chose d'assez joli entre ça, surtout que on montre assez vite que si elle fait ce concours, c'est parce qu'elle veut montrer son talent de violoniste, parce qu'elle est super douée, une fois de plus, la meilleure de loin, il n'y a pas photo avec le reste, et ses parents ont un petit peu de mal, quoi. Ils ont un problème d'argent, ils ont une ferme, et si elle gagne pas ça, ils risquent de devoir la vendre, alors qu'elle représente beaucoup. Et à aucun moment donné, elle n'essaie de leur balancer ça à la gueule, leur dire ah je fais ça pour ça, c'est ses parents qui en parlent rapidement. J'apprécie le fait qu'on n'essaye pas non plus d'amener ça trop dans ta gueule pour les culpabiliser. Parce qu'ils se sentent un petit peu mal. Eux, ils n'ont pas vraiment de but précis, quoi. S'ils gagnent de l'argent, ils se diront ah je pourrais m'acheter une nouvelle jante pour ma voiture. Un nouveau chapeau. Ouais. On appuie le fait qu'il y en a qui sont privilégiés et qui se disent que s'ils gagnaient pas, ce serait pas trop grave, alors que pour d'autres, ce serait peut-être un petit peu plus. Et sans en faire des caisses. Ça, j'aime bien. Ce qui amènera un moment très joli sur la fin, ça. Je l'ai sauté encore pas mal de trucs, il y a pas mal de choses qui se racontent en parallèle, donc ils sont en train de faire des recherches dans le sous-sol du coin, et c'est là qu'ils tombent sur un gars qui leur fait peur, et il se trouve être le proprio du coin qui s'appelle... Comment il s'appelle celui-là? Ah oui, c'est compliqué, hein, je les ai pas toutes en tête. Hein. Mel Richmond, voilà. Mel Richmond, un gars... qui a eu un problème avec ce coin-là, puisque dans les années 70, il était très florissant. C'était l'époque disco, les gens venaient à fond, tout ça. Et il y avait même une petite légende, il y avait déjà un fantôme dans l'opéra, entre guillemets, qui se rendait dans le coin et qui fichait l'ambiance à un certain degré. Seulement, voilà, au bout d'un moment, il a fichu l'ambiance de façon peut-être un peu trop violente, et il a fait peur aux gens, surtout au moment où il a fini par détruire la boule à facettes. Ah, on fait pas ça dans un club disco, hein. Ça fout tout en l'air. Ce film assume, comme les autres, hein, son côté très léger, mais je trouve qu'il le rend plutôt bien, quoi. Il y a pas mal de tac au tac là-dessus, qui fait que pas mal d'effets comiques passent très bien. Donc, il existait un autre fantôme de l'opéra, plus vieux, il y a 30 ans. Enfin, ils disent qu'il y a 30 ans, alors que la logique devrait être il y a 40 ans. Mais peut-être que ce film se passe dans les années 2000 et pas 2010, alors qu'il est sorti dans les années 2010. C'est un détail, ça, c'est 3 fois rien. Donc... il fait un peu ce topo-là, et il dit que à cause de la popularité en déclin de ce qui s'est passé, de l'émission Talent de Star, c'est pour ça que je pense que c'est une fausse émission, quoi, cette émission Talent de Star. Ça essaye d'en faire un pseudo incroyable talent, mais c'est histoire de dire, hey, si une émission comme ça marchait pas, et qu'elle avait des problèmes, ça l'arrangerait bien un truc comme ça. Voilà, hein. C'est un petit peu la mise en place de la chose. Et donc, on met ce mec-là en suspect. Une fois que tout ça est passé, qu'on a fait le tour, il y a le gang qui se réunit, ils discutent un petit peu des possibles coupables. Donc, il y a les parents de Chrissy qui sont vraiment du genre gros connards qui veulent à tout prix que leur fille gagne. Et étant donné que le fantôme de l'opéra semble vouloir que Chrissy soit là, ça fait partie des suspects potentiels. Il y a Brick Pimiento qui voulait que son émission marche mieux. Il y a Richmond qui pourrait vouloir toucher l'assurance si c'était détruit un petit peu son endroit, puisque il veut toucher de l'argent, il en a marre que ça marche pas autant qu'il le voudrait. Et il y a vite Sammy qui dit « Hey, Lotte, elle fait flipper, ça pourrait être elle !» Et c'est pas elle, hein. Ça, c'est dingue, on verra très vite que c'est pas elle. Puisque va y avoir donc la première vraie attaque du gars. Enfin, il y a déjà eu une attaque. Il y a déjà eu une apparition. Je ne fais pas toutes les attaques, les apparitions. Elles sont pas mal, même si un peu anecdotiques. Mais elles passent bien, hein. C'est la première apparition. Il apparaît un peu partout avec les caméras. Ce qui est un petit peu étrange. Comment ça se fait qu'il apparaît à différents endroits à la suite. À un moment donné, il semble disparaître.
La seconde apparition, c'est dans la nuit, alors qu'il dépose quelque chose dans la chambre de Lotte, justement. Et il remplace son spray pour la gorge par un autre, et on verra la suite, les conséquences de la chose plus tard. Et il tombe sur Sammy Scooby, ce qui fait course-poursuite, histoire de dire, et il finit par disparaître lui aussi. Sans qu'on explique exactement comment. En fait, on expliquera le coup de la disparition la première fois, mais celui-là, on l'explique pas tant que ça. J'avoue, c'est un truc intéressant, j'en parlerai à la fin, lorsqu'on revoit ce film une seconde fois, c'est de se dire qui fait quoi. Mais vous comprendrez ce que je veux dire par là. Donc, il y a cette première apparition qui se fait, tandis que les répétitions pour l'émission qui aura lieu le soir même ont lieu. Et les répétitions se passent bien pour commencer. Donc ça commence par, vous avez vu donc Chrissy, Emma, Fred et Daphné, donc ils font bien leur numéro. Et à partir de là, ça va commencer à être un petit peu le bordel, puisqu'il va y avoir du sabotage. Là, la première, c'est Lotte, qui prend son spray, ça lui casse la voix. Donc elle est assez vénère, mais elle ne peut plus participer. Donc là, saboter celle-là. On sabote également le ventriloque. Et le peu qu'on a vu du gars, j'ai le sentiment qu'il aurait eu aucune chance de gagner, mais bon, le ventriloque est foutu. On fout en l'air également le groupe de punk, là, les filles, et voilà, ces trois-là se barrent. Et un peu plus tard, d'ici quelques scènes, il y aura le magicien qui sera également saboté et qui se barrera. Ce qui fait qu'il ne restera plus que 3 concurrents principaux en lice. C'est incroyable, hein, vous ne l'avez pas vu venir celui-là, c'est pas comme si je vous l'avais déjà dit. Donc, il y a un petit peu nos personnages qui se disent qu'est-ce qu'on va faire? Ça commence à devenir préoccupant cette situation. Et Fred a l'idée de servir d'appât. Et oui, lui et Daphné étant des concurrents directs de Chrissy et le fantôme voulant apparemment que Chrissy gagne, ce sont des proies de choix. Donc il balance un truc, j'ai pas trop compris ça. Il se rend sur scène en disant « Nous allons nous rendre dans notre loge pour dormir. Nous serons seuls, sans protection. Nous sommes subtils. » Et ouais, c'est un peu drôle du fait qu'il y a le concierge qui dit « On s'en fout, vous racontiez votre vie, puis bien. » D'accord, et ouais, ils attendent qu'on les attaque et ils vont pas se faire attaquer. Non, ce sera Sammy, Scooby et Vera qui attendent dans un placard, qui vont se faire attaquer, puisque, alors, comme par hasard, alors là, ça tombe plutôt bien, hein, il y a une trappe qui passe de ce placard aux égouts, qui dirigeront vers l'emplacement du fantôme de l'opéra. Et vous dites, ok, ça va très vite, hein. Donc il apparaît, nos héros le voient, ils ont peur, ils le suivent. Il y a un passage un peu long dans les égouts pour ce que ça représente ultimement, où ils finissent par le retrouver, le gars. Il se présente en disant, regardez-moi, je m'étais caché jusqu'alors, mais voyez ma difformité, alors que c'est un gars à peu près normal, hein, physiquement. C'est juste que toute sa vie, il s'est regardé dans un seul miroir, c'est un miroir déformant. Et il croyait que c'était un mec défiguré à cause de ça. C'est la blague. Alors, ça passe un petit peu. Une partie des blagues, c'est limite. Mais étant donné le ton que vous vous donnez, qui s'assume et qui passe, pour moi, j'arrive à accepter une partie des blagues. Et le côté, je sais pas comment marchent les miroirs, je suis con, qui est un peu filé. Surtout quand c'est le gars, ce fantôme de l'opéra là, c'est celui des années 70. Donc il a facilement au moins 50 ans, vous voyez, plutôt bien conservé pour un mec de 50 ans au passage. Le gars, il n'avait pas compris comment ça marchait, quoi. Il pensait qu'il était difforme depuis tout ce temps. Et donc, ouais, il en a un peu trop fait parce qu'il aimait bien la musique classique, il entendait du disco des années 70 et ça l'énervait un petit peu. Et il a aussi quelques bonnes remarques, notamment sur la tenue de Daphné et de Fred. Et cette tenue parfaitement ridicule que tous les gens portaient à l'époque. Vous savez, ces petits foulards et ces mini-jupés.
il y a pas mal de petits échanges comme ça qui rendent le truc très fun, en fait. C'est très présent, ça. C'est comme dans Cendrillon 3. Il y a beaucoup de petits moments d'humour disséminés régulièrement qui donnent la pêche. C'est un peu ça le truc qui se ressent dans ce film. Enfin bon, il montait juste pour se chercher à manger. Ce n'est pas le vrai coupable. Le coupable se fait voir juste après, une scène plus tard, lorsqu'il s'en prend donc au magicien, et le fantôme essaye de foutre en l'air le stage en mettant le feu. Seulement voilà, nos héros, surtout Fred, c'est Fred qu'on met bien en avant là, arrive pour l'attaquer, l'empêcher de faire de gros dégâts, et il est arrêté très vite. Voilà, en l'espace de quelques minutes, il est arrêté, tout va bien, et le gars se trouve être Richmond, le proprio qui a fait ça pour pouvoir toucher l'assurance, et qui admet d'ici pas très longtemps qu'en fait c'était pas lui le gars, en fait. Il a juste eu cette idée-là en étant inspiré par le fantôme de l'opéra qui a commencé à causer du grabuge. Il regrette un petit peu son geste après coup, mais ça changerait en fait qu'il va être un petit peu arrêté. Donc, deuxième faux fantôme de l'opéra, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce bordel? Eh ben ouais, ça va être ça le délire de ce film. Et c'est à partir de là que ça va être vraiment amusant à suivre, parce que le film assume totalement que tout le monde va être coupable presque. J'exagère, pas tout le monde, mais beaucoup de coupables. En stock, tous les suspects possibles seront coupables. C'est ça le truc. La scène suivante, lorsque on préparera le début de la soirée pour l'émission, dans la loge de Emma, il y a quelqu'un qui essaiera de s'en prendre à son violon pour le détruire, mais Fred et Daphné interviendront à temps, puisqu'ils se diront « Ok, on sert peut-être pas de très bons appâts, mais toi, peut-être ». Et donc, ils ont réussi à la voir, et cette personne-là, c'était le père de Chrissy. Le père de Chrissy qui voulait faire en sorte qu'elle gagne. Donc tu te dis « Ok !» C'est bon, on a arrêté le bon fantôme, mais non, non, parce que durant la représentation, où tout semble bien se passer en coulisses, il se passe autre chose. Alors que la police s'est mobilisée après toutes ces alertes qui ont eu lieu, il y a l'assistant réalisateur, j'ai même pas donné son nom à ce mec-là, il s'appelle D-Way, un truc comme ça, germophobe, c'est son truc qu'on retient. En fait, il s'est un petit peu fait la malle, il n'est plus présent, et ça vient du fait qu'il profitait un petit peu de ce tumulte-là, de la présence de la police, pour aller attaquer la bijouterie à côté qui ne sera pas gardée. Ce qui est un plan plutôt ingénieux, et je pense que c'est majoritairement celui qui en a fait le plus. Parce que voilà, quand j'ai dit on se demande qui fait quoi, il y a vraiment cette réflexion qui se pose après coup, parce qu'on ne donne pas de réponse directe. On ne sait pas quel fantôme a fait quoi. On se doute que donc le premier fantôme, donc celui des années 70, il n'a rien fait de précis. Limite, il s'est peut-être montré sans le savoir 2-3 moments, mais il n'a rien fait d'autre. Le fantôme du proprio Richmond, son apparition, c'était juste pour cramer la scène. Mais alors les trois autres, qui a fait quoi? Ah bah excusez-moi, j'ai lâché l'affaire, il y en a encore un autre, zut. Bref, le quatrième fantôme en question voulait profiter de l'occasion pour subtiliser un diamant dans le coin. Et il y a Samy qui l'a un petit peu repéré ça, parce qu'il a senti une odeur de citron sur le fantôme de l'opéra qui ressort dans son produit pour se laver les mains. Et donc il se dit, ah, c'est étrange. Et il finit par se rendre compte de sa disparition, et c'est lui qui est mis en avant. Et c'est ça que je trouve très cool aussi dans cette configuration, c'est que avoir différents suspects, ça permet de mettre en avant les différents personnages. Le proprio et le père de Chrissy, c'est surtout Fred et Daphné. Celui-là, ça va être surtout Sammy et Scooby. Fred aussi un petit peu, on verra plus tard. Et le tout dernier, ce sera surtout Vera. C'est cool de montrer ça, de montrer vraiment nos personnages briller de différentes manières à leur niveau, parce que voilà, c'est grâce à son nez, Sammy qui leur a vu le poteau rose. Et donc, ils suivront un petit peu la trace du gars qui aura gardé son oreillette pour parler. Des formations professionnelles, ça aussi c'était très drôle, ce moment humoristique était bien passé, et on aura droit à une course-poursuite pas mal longue, je dois avouer pas mal longue, hein, en nous donnant un petit peu cette illusion que c'est vraiment la fin en fait. On fait vraiment passer ce coup-là, ce gars comme étant le fantôme principal, même s'il y a des fois, le fantôme était apparu alors qu'il était pas là, alors qu'il était là.
Mhm. Donc ça pouvait pas être que lui, mais il y en avait d'autres aussi. Donc est-ce que ça suffit? Vous voyez? Et donc il y a une course-poursuite très longue, comme je l'ai dit, qui est plutôt fun. Ça se termine sur un... Comment on appelle ça? Un pont qu'on lève pour faire passer les bateaux. Bref, ça se termine dans une apogée assez originale, j'avoue. Parce que c'est pas, ah, il saute par-dessus, la course-poursuite se termine. Non, non, ils se trouvent là-dessus, quoi. Ils ont pas pu sauter par-dessus et donc ils se retrouvent, tous nos personnages dessus, en étant menacés par le gars et en essayant de le bouser avec un faux diamant. C'est assez cool ça. Et ils finissent donc par le capturer et on se dit tout va bien, seulement voilà, avec la compétition, puisque Fred et Daphné ont pu passer juste avant de faire cette course-poursuite. Ah, ça aussi c'est un petit truc temporel un peu bizarre, c'est-à-dire que au moment où il se lance à la poursuite du gars de Way, il y a Emma qui monte sur scène pour faire son numéro de violon. Et lorsqu'ils ont terminé cette course-poursuite qui dure facilement 7-8 minutes, elle a terminé son numéro de violon. Il dure combien de temps son numéro de violon? Parce que bon, en plus de ça, il s'y passait un peu d'ellipse, quoi, entre le moment où la course-poursuite a commencé, certains passages sur la route, tout ça. Finalement, sacré long numéro qu'on lui laissait faire à Emma, quoi. Hein. Alors que les numéros musicaux, ils durent à peine 1 minute 30, hein. C'est assez dingue. Donc, ouais, c'est le petit détail de logique temporelle, pas gravissime, mais ça m'a fait un peu marrer cette partie-là. Donc, tout semble aller mieux, seulement voilà, après ces 3 numéros passés, il y a, comme par hasard, alors là, un ex-aequo entre Fred, Daphné et Emma. Et ouais, hein, Chrissy finit 3e, hein, bien fait pour sa gueule à celle-là. Et donc, c'est le retour sur scène, le rappel. Seulement voilà, Fred et Daphné, ils n'ont pas prévu grand-chose. Alors que Emma, oui, elle prévoit un autre numéro qui déchire sa mère. Et une fois de plus, elle gagne 100 putains de contest là. Mais bon, faut quand même que Fred et Daphné se posent sur scène. Ils arrivent pile à temps, le petit suspense concret, tout ça. Ça va, il y a un bon rythme. Il y a vraiment un bon rythme dans ce film. Et ils montent sur scène et Fred sait pas trop quoi faire parce qu'ils n'ont pas prévu d'autres chansons. Et c'est là que Daphné lui dit rassure-toi, le petit truc que tu as composé rapidement en intro. Et quand on dit rapidement, ouais, ça dure 1 minute cette chanson, hein, elle est très rapide aussi. Hein. J'ai écrit des paroles par-dessus, laisse-moi chanter avec ça, fais-moi confiance. Et alors, c'est très joli, je vous mets un extrait. C'est mignon, c'est Daphné qui est vraiment dans cette phase je profite enfin de la situation pour avouer ce que je ressens, et Fred qui lui renvoie ça lorsqu'il chante avec elle. Et donc à la fin, lorsqu'ils s'embrassent et que tout le monde applaudit, c'est super cool. Néanmoins, je suis désolé, en termes de création artistique, c'est de la merde par rapport au violon, quoi. Bon, c'est de la merde, j'exagère un petit peu, mais c'est petit, ça vaut pas la cheville de ce qu'elle a fait, Emma, quoi. Mais ils sont bien partis pour gagner, parce que les gens préfèrent les chansons. Ouais. Excusez-moi, ça me frustre particulièrement, celle-là. Et après donc avoir reçu ce petit coup là en savouant un petit peu quelque chose et en s'embrassant, il jette un coup d'œil sur Emma dans les coulisses qui les regarde très innocemment, gentiment, contente qu'ils aient gagné. Ils se rendent compte que c'est pas juste, qu'elle perde alors qu'elle mérite déjà largement plus de gagner que vous, mais surtout qu'elle a beaucoup plus besoin de cet argent qu'eux. Et donc, ils décident de se saborder, en rajoutant leur prestation, qui, il faut l'avouer, n'a duré qu'1 minute, les blagues de Sammy et Scooby. Des blagues à la con qui sont présentées rapidement à Brick Pimiento. Des blagues à la con du genre « Et qu'est-ce qu'on a quand on mélange un chou et une fleur ? Un chou-fleur !» Vraiment, ce niveau de merde, assumé, j'ai envie de dire, qui est vraiment... fout le malaise total, c'est un petit peu logique. Et voilà, ils se sabordent, c'est joli le geste, tout ça. Déjà, je comprends pas, ils vous les ont raconté ces blagues, Sammy et Scooby? C'est pour ça que vous les avez repris, parce que, ok. Et
Et je sais pas, est-ce que c'était au même niveau la VO? Parce que j'ai vu que la VF. Est-ce que la VO est au même niveau que ce truc? Ce serait quand même assez fort d'arriver au même niveau que ça, quoi. Mais bon, ouais, c'est tellement cringe que les gens se disent bouh, on vous donne moins de points parce que ça joue à, je sais pas, au vote par téléphone ou je sais pas trop. C'est pas, c'est pas très clair en fait la façon dont c'est présenté parce que ils ont plus de points qu'Emma à la fin de leur numéro musical. Mais après, ils font leur délire, leur sketch de merde, exprès quoi, et ils ont moins de points après. C'est pas que Emma a plus de points qu'eux, elle en gagne plus, leurs points descendent. Alors comment ça fonctionne? Les gens appellent pour dire hey, je voudrais que Fred et Daphné perdent un point. Pas, je voudrais donner un point à Emma à la place. Je sais pas, c'est des détails, c'est pas grand chose, mais comment ça marche le calcul des points, le compte des points? Ces petites logiques qui m'interpellent toujours un tout petit peu. C'est 3 fois rien, mais bon. À cause de ça, ils perdent, Emma gagne, on est un peu content pour elle. Et il y a Vera qui met en avant le fait qu'il existait un 5e fantôme en la personne de Brick Pimiento et qui voulait donc rendre ça sensationnel parce qu'il estime qu'il n'a pas tant de talent que ça au bout du compte et c'est ça lui fait de la pub. Donc il se fait arrêter lui aussi, les flics demandent, c'est bon, il n'a pas d'autre, c'est bon. Et ouais, pour terminer... Il y a le premier fantôme qui se met sur scène en avant, et il est photogénique, il peut bien présenter, et on va avoir un épilogue là-dessus, quoi, en gros. Un épilogue où donc c'est lui nouveau présentateur, et ça marche mieux, et où Daphné et Fred sont pas sûrs si c'était une concrétisation ou pas. Est-ce qu'il m'a embrassé parce qu'il est vraiment amoureux de moi ou seulement pour le spectacle? Et est-ce qu'il sait que moi je l'aime pour de vrai? Est-ce qu'elle m'a embrassé parce qu'elle est vraiment amoureuse de moi ou bien simplement pour le spectacle? Et est-ce qu'elle sait que moi je l'aime pour de vrai? Vous vous êtes embrassés. Qu'est-ce qu'il te faut de plus clair, connard? C'est le côté frustrant de cette fin, c'est-à-dire que vous avez osé faire de la concrétisation sur cela, c'était super fun, super joli, et vous dites non, en fait, on n'est pas sûr, gardons un statu quo. Frustrant, ça, c'est frustrant. Néanmoins, c'est très fun, le plus fun du lot, et je pense que je le préfère légèrement à l'île aux zombies. Il y a des petites grossièretés et l'humour est de temps en temps un peu coulé, mais globalement c'est très fun, le rythme est bon et le délire sur lequel vous partez a permis beaucoup de choses. Ce qui fait que j'ai pris un certain pied à regarder ce film et c'est ça qui m'a donné envie de découvrir les autres dans un sens, donc ça vaut beaucoup pour ça. Néanmoins, ça reste un film Scooby-Doo avec des ambitions assez basses, ce qui fait que je ne peux pas donner une note excellente, super haute, une fois de plus, je tiens à le rappeler, j'ai déjà dit ça, et donc je lui donnerai une 13,5 sur 20. Ouais, un peu plus que Scooby-Doo sur les deux zombies. Mon préféré du lot pour l'instant, et j'espère que certains films me surprendront tout autant, voire mieux que celui-là, par la suite. Vraiment, tout ce que j'espère, mais c'était vraiment très fun à suivre, et j'espérais que cette vidéo l'a été également pour vous. A bientôt pour le film suivant. Bye!